Bonjour Lionel. Bonjour Fabrice. Ça fait un petit temps qu'on se connaît. Ça me fait super plaisir d'avoir pu réussir à te choper pendant que tu étais à Bruxelles. Qu'est-ce qui a fait que tu étais venu à Bruxelles? J'ai une mission qui démarre la semaine prochaine. Ah, c'est pas faux ce que je disais, le fait que tu sois consultant international. Non, c'est vrai. Et c'est une mission qui se fait dans quoi? Pour une assurance. Ok. Audit? Oui, audit pour une assurance. Ok. Oui. Moi, ça me fait très plaisir que tu sois là. Aujourd'hui, on va, si tu le permets, on va parler de deux grosses thématiques. On va parler de tout ce qui est PCI DSS et principalement aussi du PASSI en France. Parce que tu viens du Bénin, mais tu habites Créteil, donc tu es dans le 9-4, la banlieue. Mais d'abord, j'aimerais bien voir avec toi, qu'est-ce qui a fait que tu es passé dans la cyber comme ça? Déjà, merci pour l'invitation, merci beaucoup. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît, donc c'est aussi un plaisir pour moi de te voir à Bruxelles en physique. Oui, je me suis retrouvé un peu dans la cyber par hasard. Si tu veux, au début, je travaillais en tant que développeur. Ça faisait 2 ans que je développais dans une entreprise au Bénin. Et un jour, pour signer un contrat, on a le client qui nous exige de montrer un niveau de maturité suffisant avant de signer un contrat. Et cela a été un déclic. Je me suis dit, tiens, donc pour moi, la cyber n'était plus juste une histoire de hacking, Kevin Mitnick, tout ça. C'était vraiment une condition pour le business. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est ce que j'ai envie de faire. Ok. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la cyber. Et ton premier PC, c'était quoi? C'était un Windows 95. Tu sais, oui, c'était les tours Windows 85 et j'avais l'habitude de voir mon cousin qui développait un peu avec des Notepad++. Ça affichait différentes couleurs à l'époque. Ouais. Ça m'a passionné, c'est pour ça que j'ai devenu développeur. avant cet épisode où le client a demandé un niveau de maturité, donc ce qu'on va appeler aujourd'hui un TPM, Third-Party Risk Management, qui m'a conduit à dire tiens, je vais faire du cyber. On m'a dit, du coup, je retourne pour faire un master parce que j'avais une licence en développement. Alors, la licence au Bénin, je suppose que c'est comme la France, c'est l'équivalent Bac+3 ou Bac+2? C'est ça, Bac+3. Ok. Parce que nous, en Belgique, la licence, anciennement, c'était Bac+4. Et comme on a aussi des auditeurs en Belgique, en francophonie et surtout en France, c'est pour juste mettre d'équerre. Donc après, tu as continué, tu as fait un master. Oui, alors j'ai fait une licence et après la licence, je me suis lancé dans la vie active, je suis devenu développeur. Et du coup, je faisais ça pendant 2 ans. Pour moi, c'était développeur, c'était bon. Mais quand j'ai eu la déclic pour pouvoir faire du cyber, je suis reparti faire un master. Ok. Voilà. Et c'est après ce master que je me suis lancé pleinement dans la cyber. Et qu'est-ce qui a fait que tu es venu en Europe? Alors ça, c'est une question très intéressante. Déjà, grâce à Covid. Grâce ou à cause? C'était pendant le Covid, tu vois. J'avais un ami qui travaillait en France et qui était bloqué parce que sa femme était cas contact. Et du coup, il pouvait pas il avait une mission sur Abidjan, mais il ne pouvait pas se déplacer. Et il m'a dit, tiens, je devais venir à Abidjan, mais je suis bloqué, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, Abidjan-Cotonou, c'est à côté. Et j'ai été, c'était une sensibilisation, ça s'est très bien passé. Et après, j'ai dit, si tu as d'autres missions, je suis intéressé, mais je pensais à l'Afrique. Il m'a dit, des missions, j'en ai pas sur l'Afrique, mais est-ce que la France, ça tente? Je me suis dit, pourquoi pas? Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu un passeport talent, je suis venu en France. Ok, là, maintenant, ça fait combien d'années que tu es en France? Ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais. C'est quoi le premier choc culturel que tu as eu sur la France? C'est une très bonne question parce que j'en ai eu plusieurs. Ça, j'imagine. J'ai une partie africaine, comme tu sais. Comme je te disais tout à l'heure, tu sais, quand on vient d'Afrique, souvent, on se dit, allez ici, on va venir se frotter à des gens qui ont fait forcément de grandes écoles et tout. Mais quand on arrive et qu'on rentre dans les entreprises françaises, on se rend compte que, tiens, on n'est pas si mal formé que ça en Afrique. C'est vrai. Et donc, je pense que mon premier choc, c'était de remarquer qu'en réalité, on nous a vendu un peu, on nous a sous-vendu, je vais dire. On nous vend un peu l'expertise, je veux dire, occidentale, si tu veux, comme étant trop en avance par rapport à la formation que nous avons eue. Mais en réalité, nous sommes tout aussi compétitifs sur le marché européen ou français dès qu'on arrive. Donc ça, pour moi, c'était important. Après, il y a la cuisine, mais ça, c'est une autre débat. La cuisine, on a différentes cuisines. Hein. C'est ça, c'est aller au restaurant et ne pas comprendre le menu. Ça, c'était aussi un vrai choc. Ça, c'est quand tu arrives au restaurant et tu lis le menu, tu comprends rien. C'est complètement différent de tout ce qu'on a toujours mangé. Et ça, par contre, oui, pas de cyber, mais ça, c'est aussi une culture. Ouais. Après, tu as différentes cultures aussi au sein de l'Europe. Et donc, il y a toujours
des zones de repli. Tiens, si ça va pas, je vais manger une pizza. C'est ça. Mais si tu veux comprendre le menu, la gastronomie française, oui. Ah ouais, la gastronomie française, ouais. Ça peut être compliqué. Ok, écoute, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que tu es aussi consultant PCI DSS. Donc, c'est quoi PCI DSS pour nos auditeurs, pour ceux qui doivent découvrir ce que c'est aujourd'hui? Le PCI, j'étais QSA, je ne le suis plus, mais je suis PCIP, donc ça veut dire que je suis toujours un professionnel qui peut faire de l'audit, qui fait de l'accompagnement d'un organisme dessus. Le PCI DSS, c'est un peu, c'est la norme qui permet de protéger, on va dire, de lutter contre les fraudes bancaires. Donc, protection des données bancaires, ce qui concerne les cartes bancaires pour éviter la fraude massive. En gros, pour faire plus simple, si tu as une carte bancaire, j'ai vu tout le monde détient aujourd'hui une carte bancaire. Tout le monde a une carte bancaire aujourd'hui. Oui. C'est la confiance, c'est ce qui permet de créer la confiance pour que tu puisses dire, je mets mon salaire dessus, je peux aller faire. C'est le référentiel qui te permet de protéger, de mettre en place les exigences nécessaires pour garantir que tes données de carte bancaire ne soient pas usurpées ou détournées. Ok, donc PCI DSS, c'est un des standards qui s'appelle Payment Card Industry Data Security Standard. Si on doit faire le lien avec ISO 27001, moi j'ai connu le PCI DSS, je ne connais plus la version de l'époque, mais qui venait comme un sous-ensemble en fait de l'ISO 27001, et on pouvait étendre un ISO 27001 vers du PCI DSS. Est-ce qu'aujourd'hui on fait encore ça? Non, c'est vrai qu'à l'époque, oui, c'est parti sur la base. Donc, toutes les normes, généralement, plus le base dans l'ISO 27001, qui est un très bon référentiel, qui est une très bonne norme. Par contre, aujourd'hui, c'est beaucoup plus exigeant. C'est vraiment axé sur la partie opérationnelle. PCI DSS, tu dois démontrer une conformité opérationnelle, tu dois montrer un niveau de maturité. Tu ne peux pas dire c'est en cours, c'est factuel, PCI DSS. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui sont aussi en Afrique, mais aussi en alternance en France, donc des jeunes, en tout cas bien plus jeunes que nous deux. Est-ce que... pourquoi je parle de ça? Parce que si je parle le coût des standards ISO, c'est plus ou moins 200 € par standard, par langue. T'imagines, si tu prends le 27001 en français, 200 €, j'arrondis, le 27000 200 €. Donc du coup, ce sont des standards qui ne sont pas abordables pour les étudiants ou pour les jeunes qui voudraient déjà se former. Est-ce que le PCI DSS est gratuit? Déjà, le standard. Alors, c'est complètement gratuit. Super. Sur le site PCIstandard.org, donc vraiment, c'est gratuit et c'est fait à dessein. Ouais. Parce que, par exemple, tu as bien envie de savoir comment est-ce que tes données de cadre vont être protégées ou quelles sont les mesures en place. Et donc, l'idée, c'est de rendre le standard disponible pour tout le monde, pas seulement pour les banques, même si généralement, ce sont les institutions bancaires qui ont l'obligation de l'appliquer, mais n'importe qui peut aller se connecter, créer un compte et télécharger le standard, c'est complètement gratuit. Ok, donc on leur mettra le lien. D'accord. On leur mettra le lien dans les commentaires. Mais du coup, donc tu disais, tu n'es plus, mais tu as été PCI QSA. C'est quoi le parcours pour devenir auditeur PCI QSA? Alors, c'est très important, c'est une très bonne question, parce que justement, pourquoi je ne le suis plus? Parce que quand tu quittes une entreprise QSA, tu n'es plus QSA. Okay. Du coup, pour devenir QSA, il faut d'abord être dans une entreprise qui, elle est QSA. Okay. Donc, QSA Company. Il faut d'abord que ce soit une entreprise qui soit QSA. Ensuite, tu as l'individu qui doit démontrer une compétence technique, puisque QSA, encore une fois, c'est pas juste de la conformité, c'est vraiment la partie technique, la vérification des preuves. Tu vas vérifier comment le firewall est configuré. On fait pas ça souvent si on fait un audit ISO, on n'a pas assez de temps. Non. Donc, c'est de démontrer vraiment. Un exemple pratique, c'est si on te dit la norme interdit l'utilisation de ports non sécurisés. Donc, tu vas demander la configuration du firewall et regarder, ligne par ligne, est-ce que les gars, ils ont laissé un port non sécurisé, tu vois. Oui, ça, on ne fait pas ça en ISO 27001. Non. Et là, tu peux aller jusque-là. Du coup, pour devenir QSA, pour répondre à ta question, il faut d'abord avoir une compagnie qui soit une entreprise qui soit QSA. Ensuite, toi, en tant que personne, tu dois avoir une certaine expérience. Il faut être l'ISO LI et LA ou CISM et CISA. Oui. Donc, chaque fois, c'est un duo d'audit et de compétences et minimum 5 ans d'expérience. Oui. Donc, normalement, si tu as un CISA,
tu as certificat, tu as 5 ans. Si tu as ISO Normalement, tu as LI 5 ans. Oui. Pro, tu as 5 ans. Donc voilà, il faut démontrer ces expériences-là et certifier avant d'aller maintenant passer l'examen QSA. Donc faire la formation officielle chez PCI. Oui. Organisée que par PCI. Bien sûr. Attention. Et ensuite, le lobby. Voilà, c'est PCI qui te valide pour faire de toi un QSA. Et l'autre aspect qui est très important dans le parcours de QSA, c'est le fait qu'il y a une grosse assurance et la responsabilité de l'auditeur qui est engagé. OK. Il y a une grosse assurance qui va jusqu'à 2 millions d'euros. Oui, parce que derrière, on parle de fraude, d'un côté de fraude, mais surtout de confiance numérique. C'est ça. Ah ben, tu sais, moi, ça me fait songer où j'ai connu quelqu'un sur Paris qui a eu un souci parce que il s'est fait certifier lead auditor par un bureau de certification qui n'était pas accrédité. Et lui, il ne savait pas ça à l'époque. Et donc, il a payé cher et vilain sa formation. Lui, il était compétent. Je connaissais, donc tout à fait compétent. Mais au moment de passer son examen ou de solliciter pour devenir QSA, etc., on lui a dit « Ah oui, mais tel bureau de certification n'est pas accrédité. » Et il ne connaissait pas la différence entre un bureau accrédité et pas accrédité. Et c'était un bureau de certification français, je tairai le nom, qui à l'époque n'avait pas l'accréditation. Et qui vendait ça, lead implémenteur, lead auditor, comme tu veux, quoi. Tout comme moi, je pourrais te créer un examen. Qu'est-ce qui ferait que tu serais moins compétent ou plus compétent ? Ben, rien. Parce que c'est uniquement l'accréditation qui vient, mais après, il y a un parcours dessus. Et donc, c'est pour ça que je voulais insister avec toi là-dessus, pour bien expliquer aux jeunes que s'ils veulent devenir auditeur, PCI DSS, le chemin il est quand même long. Il est long. Il faut long, sinueux, il faut investir, mais c'est tout à fait réalisable. Il faut la compétence. Alors, vraiment, il faut une bonne dose de compétences techniques parce que c'est pas juste un audit de plus, c'est pas juste de la conformité. C'est pas, je prends la liste et pour donner un exemple simple, le rapport QSA, ça fait environ 300 pages à vide. Et donc, tu as un rapport qui est le ROC, par exemple, pour un organisme. Déjà, on t'impose le format du rapport. Donc, je pense pas que Oui. Voilà, si ISO, on t'impose pas un rapport, tu n'as pas une trame de rapport avec l'entête. Non, ISO, tu n'as pas de trame de rapport. Par contre, tu dois respecter si je parle du 27001, tu dois respecter la 19011. C'est ça. Et après, c'est le bureau de certification qui va respecter la 17021-1. Mais le comment... Voilà. Alors que là-bas, tu as une trame, donc tu as un template qui fait 300 pages à vide. D'accord, si tu prends le ROC et chaque preuve qui doit être collectée est déjà, on te met la liste des preuves à collecter. Donc, tu n'improvises rien. Et tu dois justifier chaque ligne. Et ensuite, pour revenir à l'anecdote que tu as citée tout à l'heure, pour une entreprise, par exemple, qui veut être QSA, déjà, elle doit aller sur le site de QSA pour vérifier le nom. Tu tapes le nom de l'entreprise qui veut certifier. Parce que chaque année, elle doit maintenir. Si elle n'a plus de QSA, elle n'est plus habilitée à donner une certification. Donc, vérifier si son nom est sur le site de PCI, vérifier le nom de ton auditeur, parce que l'auditeur qu'on envoie chez toi, il faut que tu vérifies en amont quand même s'il est certifié, il est accrédité. Oui. Donc, tu dois vérifier ces noms-là. Et si la personne, par exemple, te dit, là, je te dis, je ne suis plus QSA, mais je suis PCIP. Mais si tu vas là-bas, tu ne vas pas trouver mon nom parce que c'est chaque année qu'il faut le renouveler. Et ça coûte combien, le renouvellement ? Un ordre de grandeur ? Que tu l'as payé, comme tous les audits ou tous les certifications de personnes ou accréditations. Tu as parlé d'ISACA tout à l'heure avec CISEM, CISA. Ça, ce sont des AMF, des Annual Maintenance Fees qu'il faut payer. C'est ça. Pour maintenir ta certif PCI, c'est combien par an, plus ou moins ? Alors, je sais que le premier examen, encore une fois, c'est PCI qui te forme, c'est $4,000. Hey. Environ $4,000. Et je vais aller me convaincre, c'est que si tu rates, alors je sais plus combien, parce que généralement, c'est même pas le candidat qui le prend en charge, c'est l'entreprise. Alors, donc, c'est l'entreprise qui le prend en charge. Mais ce que je peux te dire, c'est que si tu rates le continual improvement où tu dois faire la formation, si tu le rates, tu repars pour les $4,000. OK. Et il n'y a pas de peace of mind déjà. Si tu fais la formation, c'est 2 jours. Oui. C'est 2 jours en présentiel pour devenir QSA. Si tu rates cette formation, supposons que tu m'envoies une formation, tu es QSA, tu m'envoies une formation, je viens, je la rate, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tu repaies les $4,000 et je repars pour un tour.
Et donc, tu dois repartir pour la formation plus l'examen. Oui, je dois repartir pour la formation. Il n'y a pas de frais de formation, pas examen à part. Tu repars pour les 4 C'est un bon $. business model, ça. Ils contrôlent tout. Tu vois, Ils contrôlent tout. Tu vois, en Afrique, on parle de corruption, nous, on parle de lobby. Oui, c'est ça. C'est la forme qui est... Voilà. Là, c'est un business model. La forme, elle est différente, mais c'est effectivement... Oui. Mais bon, après, PCI DSS donne quand même la confiance. Mais vraiment, on va dire c'est un gage de confiance. Parce que ils s'investissent énormément et ils sont dans le détail. Et si tu certifies, il y a beaucoup... Alors, tu m'as posé la question par rapport aux jeunes. Contrairement à un audit SI que je peux faire, ou un audit surveillance ISO que je peux faire, ou un audit ISO que je peux faire, si je fais un audit que ça engage la responsabilité de l'entreprise et la responsabilité de l'auditeur. La marge d'erreur, c'est très, très faible. Et c'est très, très exigeant. Comme je te dis, tu ne peux pas juste te contenter de déclarations pour dire vous êtes compliance. Non. Tu dois vérifier jusqu'au bout. Est-ce que les données de la carte sont protégées de bout en bout. Et quand je te parlais des protocoles non sécurisés, il faut que tu vérifies. Tu dois vérifier les configs. Être engagé, et du coup, il faut que tu... Et une anecdote sur un truc qui s'est bien passé ou mal passé, sans dévoiler le client, hein, parce que tu es sur NDA aussi. Et puis, c'est pas le but, on n'est pas là pour faire du bashing, mais un truc style what the fuck, tu t'attendais pas à ça au niveau audit de cette société-là, et tu as découvert vraiment des failles, mais tu dis, mais c'est pas possible. Alors, moi, je pense que sans aller dans les détails, c'est beaucoup plus de la compréhension déjà de la norme qui pose problème. Parfois, parce que parfois ça évolue aussi. Autre chose, c'est quand tu prends la norme, le standard PCI DSS, c'est beaucoup de pages. Oui. Et donc, il faut être patient pour le lire et avec beaucoup de petites lignes. Et du coup, parfois, on découvre une entreprise est persuadée qu'elle était compliance. Ils ont externalisé le service et quand un disque tombait en panne, comme c'est en panne, un des gars pouvait aller chercher le disque et le ramener au bureau. Ce qui était normal, si tu veux, oui. Si on peut dire ça comme ça. Sauf que le problème, c'est que ce disque appartenant au périmètre... Oui, moi je vois la fuite des données directe. C'est ça. On dit que le disque est tombé en panne, ça ne fonctionne pas, on peut dire que c'est craché, mais derrière, on ne peut pas aller le chercher comme ça. Ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, hein, parce que quand je bossais pour un de mes anciens employeurs, j'ai bossé chez Sun Microsystems aussi, et Sun Microsystems, avant qu'il se fasse racheter par Oracle, mais ça remonte à 25 ans maintenant, Sun avait un cycle de vie de disques durs qu'ils appelaient ça refurbished, donc des deuxièmes mains. C'est bien ça. Et donc, moi, j'avais mon ex-employeur, j'étais administrateur système à ce moment-là, et on recommandait des disques refurbished, c'est-à-dire qui sont retournés au centre chez Sun, à l'usine. Ils ont réparé tout ce qui était erreur, et ils l'ont remis sur un réseau de deuxième main. Et j'ai fait un strings, et je suis tombé sur la comptabilité d'une boîte. C'est ça. Voilà. Exactement. Et des exemples comme ça, j'en ai un autre. Là, c'était le disque qui pouvait revenir au bureau. Et du coup, dans ce cas-là, pour être compliance, parce que comme je te disais au départ... ils ont eu un écart, alors. Alors, justement, c'était ISO 27001, tu peux avoir non-conformité mineure, non-conformité majeure, recommandation. Il n'y a pas ça en PCI DSS. PCI DSS, c'est compliance ou non-compliance. Il n'y a pas un milieu. Mais, c'est-à-dire, tu as une centaine de contrôles et t'es non-compliant. C'est non-compliance. Du tout? Oui, il n'y a pas un milieu. Du coup, donc on arrive sur ce sujet et j'explique au gars, je dis comment ça se fait, ça tombe en panne. Il m'a dit, le gars m'a dit, oui, c'est moi qui vais chercher. Je dis, génial. Et comment tu le fais pour le ramener au bureau? Il me dit, je me mets dans la voiture, je vais. J'ai dit à la direction, on a un problème. Parce que j'ai le droit de faire ça quand même. Ils ont un PCI-DSS. J'ai dit, on a un problème. C'est pas compliance. Du coup, avant que je finisse l'audit, ils ont rappelé le fournisseur, ils ont fait un avenant au contrat pour dire, il n'y a rien qui sort. Sans que c'est détruit. Donc, on peut plus sortir. Il a fallu que je vois cet avenant, il faut que je vois ce contrat avant de dire, OK, on est bon. Mais si je partais de là, je m'étais fait ma mission. Si à la fin de ma mission, je disais, on a remarqué ça, ils étaient non compliants, c'était tout. Oui, à cause d'un détail. C'est ça. Et ça, à cause d'un disque qui est en panne et qu'on peut ramener au bureau en voiture. Ça, c'est un cycle de vie du système d'information globalement. Bon, moi, je reparle ISO, mais qui a été mal pensé, ou parce que c'est pas tombé en panne directement, ou les auditeurs précédents
n'ont pas vu, et auditeurs internes n'ont pas vu, et auditeurs de certification précédents n'ont pas vu non plus. Exactement. Alors, tu as raison parce que c'est ça qu'on m'a dit. On m'a dit, mais attendez, c'est votre cabinet qui nous a audité l'année dernière. Ah, mais l'erreur est humaine. Hein. Et donc, voilà, c'est des choses qu'on peut avoir. Et d'un autre à un autre, le regard peut être différent. Et c'est justement ça le piège. C'est dit qu'un jour, tu auras quelqu'un qui va être un peu plus regardant, il va te dire non, ça ne va pas. Oui. C'est pareil qu'un autre que je peux te donner, où on a dit, même si tu es pour des accès admin, d'accord, même si tu as un VPN, déjà il faut le VPN, c'est obligatoire pour les accès admin, mais il faut double tente. Il faut double authentification, donc oui. MFA. Oui, MFA, oui. Et du coup, on me dit oui, donc je fais avec un poste de rebond. Donc je suis chez moi, je suis chez un PC admin, je fais un rebond à l'intérieur. Donc je viens dans la boîte et ensuite de la boîte, je vais sur le poste, sur le serveur admin. Donc je ne tombe pas directement. Génial. Sauf qu'on te dit qu'il te faut MFA. Et le gars me dit oui, mais de chez moi au bureau, j'ai un VPN avec login mot de passe. Et de mon bureau sur le serveur, donc de l'environnement 4 bancaire, j'ai également un login mot de passe. J'ai dit et il dit oui, donc ça va. Je dis non. Tu peux mettre 50 login mot de passe, ça n'arrive pas le problème. Ça reste authentification faible. Il faut que ton mec à la maison, il faut qu'il puisse avoir un YubiKey, quelque chose, peu importe, un Google Authenticator, Microsoft. Mais tu vois, ça fonctionnait comme ça et ça ne dérangeait personne. Donc, à l'époque. À l'époque. Maintenant, le MFA, il est quand même démocratisé partout, c'est dans les mœurs. Ouais. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, ça n'est pas des choses qu'on peut aussi mal comprendre. Se dire, mais tiens, déjà, on fait l'effort, on fait un rebond, etc. On a un login mot de passe. Mais non, il te faut MFA. Donc, le gars, il doit avoir MFA, même si tu mets 50 fois login mot de passe, on arrive à toujours... Non, ça reste authentification faible. One Factor Authentication. C'est ça. Ah ben. Comment ça se déroule un audit PCI dans la vraie vie? Alors, le nez de la guerre, c'est toujours là où se trouvent les données. Tu vois, les données de carte bancaire. Donc, il faut délimiter le périmètre. Et comme je te disais, j'ai déjà vu des gens qui disent je peux te donner la cartographie de mon périmètre ou j'ai les données de carte, mais le reste, je ne sais pas. Donc, tu commences toujours d'abord par le périmètre qui est délimité. Et donc, le scoping, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont même mis en place des outils pour t'aider à faire du scoping. Donc, ils ont documenté comment on peut délimiter, identifier où se trouve la donnée, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus. Donc, bien délimiter le périmètre. Et ensuite, on va faire un peu comme sur l'ISO cette fois-ci. On va regarder les procédures, les politiques, les procédures. Mais on va regarder les configs ligne par ligne et les exigences une à une. Donc, toutes les exigences de l'ISO, on va les regarder, du PCI. On doit les regarder une à une et vérifier. Et contrairement un peu à l'ISO, là, on est vraiment dans des exigences techniques où on va aller regarder de façon pratique comment ça se passe. Est-ce que maintenant, avec tout ce qui est crypto-monnaie, tokenisation, monnaie décentralisée, etc., tu penses que ça devient une menace pour PCI DSS ou pas? Non. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que PCI aussi évolue et ils vont s'adapter, donc ça ne remplacera pas. Parce que comme je t'ai dit, PCI, c'est l'assurance. C'est aussi, on peut dire, si j'ai un mot pour dire, c'est la ceinture de sécurité. Ceinture bretelle, comme disent nos amis français. Je ne sais pas si tu connais cette expression-là. Non, je ne connais pas. En fait, ils mettent ceinture et alors ils te rajoutent les bretelles au cas où la ceinture lâche. C'est ça. C'est très français comme expression. Mais tu vois, donc on va dire que vraiment c'est la ceinture. Pourquoi? Parce que c'est notre gage commune, tu vois, contre la fraude. Donc même si demain il y a de la tokenisation, il y a de l'IA et tout, le standard évolue et s'adapte. Là, on est à la version 4.01, mais elle évolue et elle s'adapte aux technologies émergentes, si on peut appeler ça comme ça. Mais oui, il ne disparaîtra pas. On peut dire, on l'a fait ce matin, au début d'après-midi, on a été prendre un café tous les deux et on a réfléchi au moment où tu as payé avec ta carte. Du coup, tu as quand même cette confiance-là en PCI DSS, malgré que... Il peut y avoir de la fraude, mais on sait quand même que le risque de fraude est minimisé. Oui. Tu continues à payer avec ta carte. C'est ça, je continue à utiliser la carte et le risque zéro n'existe pas. Par contre, aujourd'hui, chacun déjà doit être vigilant. Mais le risque réellement, ce n'est pas que tu payes ce n'est pas l'argent qui est sur la carte. C'est l'utilisation qu'on peut faire des données qui sont collectées. C'est pour ça que PCI met tout en œuvre pour protéger au maximum les données. Par exemple, te dit de ne pas scanner
de ne pas conserver, par exemple, le code derrière CVV. Depuis la version 4, ils ont introduit, par exemple, que par exemple, si j'avais une page web et je fais du PayPal, je fais rien. Je mets une intégration PayPal, je fais une redirigation. Donc, au début, sur la version 3, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, depuis la version 4, cette page-là, PCI dit, s'il y a des scripts Java, par exemple JavaScript, il faut les analyser. Je ne sais pas de la page qui fait que de la redirection. À la base, cette page ne servait à rien. Tu fais une page web, tu mets ton mainframe, enfin, ton code au milieu et il s'affiche les onglets. Mais ce n'est pas toi qui héberge le Stripe ou bien ce n'est pas toi qui héberge PayPal. Non. Mais PCI demande que cette page-là soit contrôlée pour voir si dans chaque ligne, chaque bibliothèque JavaScript que tu appelles pour afficher cette page, est-ce que c'est clean ou pas. Donc oui, j'ai confiance au système, à l'écosystème qui est mis en place parce que ça permet de lutter vraiment contre la fraude. Mais chacun doit rester vigilant et signaler automatiquement dès qu'il remarque que sa carte a été utilisée ou qu'il a perdu sa carte. Oui, après, je pense que le plus gros risque au niveau... c'est pas au niveau PCI DSS, mais le plus gros risque au niveau de l'utilisation de la carte bancaire, c'est la personne qui l'utilise, qui va donner son code, je sais pas comment on va les appeler en France, on a peut-être un vocabulaire différent en Belgique, mais qui va communiquer son code M1 ou M2 à des hackers, à des social engineers, et alors là, c'est eux qui communiquent. C'est ça, malheureusement, ça arrive très souvent, parce que la dernière fois, il y a même un banquier qui s'est fait avoir parce que les gars lui ont dit découpe ta carte et mets ça dans un truc qu'on vient chercher. Il a découpé la carte, le gars a dit non, on va vous changer la carte, etc. Il a découpé la carte, il a envoyé, et les gars, ils ont recollé les morceaux et ils ont pris 8 000 €. La carte, j'ai un shredder et je tape dans le shredder. C'est ça qu'il faut faire. À la maison. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de banques, peut-être les banques en ligne, sans faire de publicité, qui proposent des solutions où tu as des cartes en one-time payment. Donc, tu génères une carte à la seconde. Ça te coûte rien, c'est gratuit. Tu fais un paiement. Si un site est un peu doté, il vaut mieux utiliser ce genre de carte ou d'autres où tu peux générer des cartes virtuelles à la demande, en illimité. Ça te permet aussi de... Ou tu prends des prepaid. Et à ce moment-là, dans le pire des cas, tu as perdu 500 €, mais ils ne savent pas dépasser. Exactement. Pour les enfants, c'est très bien parce que du coup, ils ont tous les games en ligne. C'est ça. Et tu peux leur charger 30 € sur la prepaid. Dans le pire des cas, tu perds 30 €. Et aujourd'hui aussi, c'est que tu peux limiter le plafond de ta carte. Donc, pas tout. Donc, il y a beaucoup de mécanismes en place quand même. Et comme tu le dis, vraiment, le maillon le plus faible, c'est l'homme. Si au-delà de tout ça, quelqu'un n'arrive pas à te convaincre de sauter ton plafond, de te donner ton code, de donner le numéro de la carte, ni PCI DSS, ni PCI Conseil, ni ta banque, personne ne pourra rien faire pour toi. Non, là, on peut rien faire. Là, on quitte le monde technique et on va dans le social engineering. Et donc, là, on va sur tous les biais qu'on a sur l'être humain pour dire... C'est ça. Malheureusement, tu vois, l'info, quoi. En entreprise, nous, on sensibilise les collaborateurs on va revenir dessus peut-être plus tard, sur les risques cyber, etc. Mais la banque ne sensibilise pas les gens sur les cartes. En tout cas, pour moi, pas assez. Combien de fois ta banque t'a-t-il appelé pour te dire « Ah tiens, tu sais, on envoie des mails puisque personne lit ». Il ne m'appelle pas, mais je le vois bien. Je ne vais pas citer mes banques, mais parce que je suis sensible à l'OSINT aussi, pour Open Source Intelligence. Mais je trouve que ce qu'ils font est bien, mais je n'ai pas ta vision. Donc c'est ça que j'aimerais bien avoir ton point de vue après. C'est bien, mais je pense que les gens ne lisent plus. C'est-à-dire que quand je vais sur le site web de ma banque, ils mettent toujours une bannière, attention. En plus, on est pour l'instant période de Noël, fin d'année. C'est sûr que les scams, ça va augmenter. Mais je trouve qu'ils le font bien, mais je n'ai pas le recul parce que je suis un professionnel de la cyber. Exactement. Et moi, je dis, OK, ça va. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, ou pour le petit retraité, à mon avis, le message ne passe pas. Moi, je pense que le message n'est pas adapté. Moi, je pense que le message, c'est, on va revenir sur une démarche de compliance. Ouais. Donc, j'envoie des mails. Ils l'ont lu, ils l'ont pas lu. Combien, je sais pas s'il y a des capés dessus. Combien l'ont ouvert, combien l'ont pas ouvert, tu vois. Ils sont conformes, ils disent, nous, on est conformes. Voilà, nous, on sensibilise, on envoie des mails chaque fois, on met des bannières sur cet Internet. Ouais. OK. Après, si tu lis pas, c'est ton problème. Ouais. Mais si on faisait ça en entreprise, je pense que tout le monde se ferait hacker. Ouais. Est-ce qu'on s'arrêterait là? Est-ce que nous, on s'arrêterait là en termes de sensibilisation interne? De dire, j'ai envoyé un mail,
Ah non, moi je vais pas m'arrêter là parce que je vais m'assurer que est-ce qu'ils ont bien reçu le mail, est-ce qu'ils l'ont bien compris. Exactement. Tu mettras des KPI dessus, ce qui n'est Ouais. pas le cas des banques. Ouais. Je mettrai pas un KPI sur le mail, mais je mettrai un KPI complémentaire ailleurs. Oui, ce que je veux dire, où ils me verraient pas arriver. En tout cas, tu mettras des KPI sur la réception des messages. Est-ce que les gens l'ont reçu? Est-ce que, pas en termes de mail ou de SMS, mais est-ce que, en termes de culture, est-ce que ça a évolué, tu vois? Je ne sais pas si la banque peut aller là. C'est un débat intéressant. Peut-être qu'ils ont des contraintes qui font qu'ils ne peuvent pas le faire. Au niveau page web, je pense que ça va être compliqué de prouver que telle personne, ou alors c'est au moment où la personne s'est connectée dans son portail, que là on peut dire, OK, il a bien été faire un acknowledge, par exemple, mais les gens vont faire un acknowledge de 10 000 lignes qu'ils ne vont pas lire, et là on retombe sur le même problème. La banque va dire, OK, c'est compliant. Je connais très peu de monde qui lisent un contrat lorsqu'ils téléchargent une application mobile. Ils font yes, yes, yes. Tu mets en plein milieu, ça je l'avais fait chez un ancien employeur, j'avais mis en plein milieu du contrat une phrase qui ressemblait à rien et tout le monde avait fait yes. Oui. Là, je pense qu'ils vont être bloqués. Et dès qu'ils sont sur la partie browser non connecté, la banque ne saura rien prouver. Ou alors, c'est peut-être pousser plus loin. Donc, peut-être une nouvelle version de PCI DSS avec la sensibilisation. Alors, malheureusement, le PCI ne se concentre pas sur l'utilisateur, mais ça se concentre sur les données de l'utilisateur. Oui, sur ces données. Du coup, voilà. Donc, comment ces données sont collectées, stockées et traitées? Ça va être côté de la banque ou des institutions qui collectent les données de faire attention. Ça me rappelle un truc, j'ai travaillé pour un client qui n'était pas du tout PCI DSS. Okay. Enfin, mon client n'était pas PCI DSS et il faisait une commande de billets de quelque chose à l'international. Donc, c'était des billets de voyage, des billets de transport. Cela était PCI DSS parce que eux prenaient les cartes de crédit. Et moi, quand je suis arrivé dans la mission-là, je devais mettre en conformité, je devais séparer deux systèmes IT. Je me suis rendu compte que sur mon laptop, il y avait un drive qui était partagé, qui était caché. D'accord. Mais bon, des dollars. Hein. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Et que j'avais accès, en fait, c'était mon répertoire privé. Donc, je pouvais mettre ce que je voulais. Je dis, OK, c'est génial. Et après, avec NetBIOS, je ne suis pas expert Windows pourtant, avec NetBIOS, je suis tombé sur d'autres choses et j'ai vu les laptops de tout le monde, et tous leurs des dollars. Et là-dessus, on est tombé sur un extrait, un fichier Excel avec toutes les données carte bancaire à l'époque. Donc là, moi, je l'ai remonté au ciseau et je l'avais dit, c'était avant le RGPD. J'ai dit, écoute, ça, c'est pas dans mon scope. Pour moi, c'est un incident. J'ai dit, tu te rends compte qu'on a les fichiers nom, prénom, date, on avait tout sur la carte bancaire et le fichier et le CVV derrière. J'ai ce fichier-là, mais vous vous rendez pas compte. Moi, je l'ai pris. J'ai fait le bon samaritain. Hein. Je suis consultant. Je suis pas ethical hacker, mais je suis membre ISACA et ISS Square aussi. Donc, j'ai aussi l'obligation de déclarer tout ça. Je dis, vous vous rendez pas compte de l'argent que ça vaut, ce fichier-là. Je revends ça sur le dark web. J'avais toutes mes 500 cartes Visa. Hein. Ouais. Visa, Amex. Et c'était là certainement depuis des années. Quoi. Et du coup, là, c'est ça qui est bizarre parce que normalement, pour collecter des données de cartes, s'ils connaissent des données des cartes, ils sont soumis à PCI DSS. Et du coup, j'imagine qu'ils n'étaient même pas dans le cadre de ça. Le client, à l'origine, mon client n'était pas soumis à PCI DSS. Une grosse filiale de mon client l'était. D'accord. Donc, eux, ils devaient... je ne sais pas comment ils ont eu les données. Et ce fichier Excel-là s'est retrouvé en intragroupe. Oh là là. Et moi, je suis tombé dessus. Je tombe toujours dessus. Et donc, c'est ce que je dis aussi à mes clients quand je fais de l'audit, quand on les accompagne. Méfiez-vous parce que moi, j'ai souvent tendance à tomber sur les trucs qui ne vont pas. Et les auditeurs avec qui je bosse, pareil. Et donc, ne vous fiez pas justement à être conforme. Oui, mais on est conforme. Non, pensez plus loin, pensez par vous-même. Comment est-ce qu'on peut améliorer le truc? Parce que ça peut se produire. Et là, en fait, c'était une erreur humaine. Bon, il y a déjà quelqu'un qui a fait un export d'un CSV. Est-ce qu'il a pris conscience d'eux? Et le CSV s'est retrouvé en plus backupé en clair. Hein. Je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est ça, malheureusement, très souvent, les gens sont concentrés sur la partie, je vais être compliance, mais on ne sait pas où passent les données. Donc le risque aujourd'hui, pour le B2C, c'est-à-dire pour le consommateur, c'est plutôt social engineering. Oui, c'est beaucoup plus ça. C'est assez rigide comme environnement, le PCI. Donc normalement, et autre contrainte peut-être que je n'ai pas citée depuis, c'est chaque année qu'il faut renouveler.
Tu vois, ISO 27001, on est certifié une fois pour 3 ans. Oui. Et chaque année, tu fais un audit de suivi. Ouais. Et tu contrôles plus tout. PCI DSS, chaque année, tu revois tout. En full. Full. Et c'est aussi autant valable pour l'organisme, donc pour l'entité, que pour l'auditeur. Moi, chaque année, je dois refaire le test. L'examen. Je dis pas... Ce n'est plus forcément la même ténacité, mais tu vois, je dois suivre des vidéos et passer encore, répondre à des quiz. Si je ne le fais pas, je perds mon certificat. Oui, mais là, on est aussi dans le monde technique et donc la technique évolue rapidement, donc tu dois te maintenir à jour. Exactement. Là où dans le GRC, un ISO, OK, on est tranquille 3 ans, façon de parler. Exactement. Et si la banque est non compliance, comme je te disais, donc au lieu d'être, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de niveau moyen, c'est compliance, non compliance. S'il est non compliance, ce qui s'est passé, c'est que généralement, il risque de perdre le droit de collecter des cartes bancaires, ce qui n'est pas sûr. Imagine que ta banque demain, on lui dit, il passe sa certification. Alors, ça arrive très, très rarement parce qu'ils prennent le soin d'avoir des sociétés internes, de vérifier en amont pour que ça n'arrive pas, parce que si ça arrivait, l'impact business serait très élevé. Oui. Et aussi, comme je disais, ça engage la responsabilité de l'auditeur et du cabinet de dire, donc si nous, on fait du copinage et qu'on dit, tiens, t'es compliant, c'est que demain, le mec, il se prend un ransomware ou bien il se prend, et qu'on se rend compte qu'on n'a pas été rigoureux dans le truc, le cabinet, donc le company, le CLESA company peut se voir retirer aussi son agrément, son accréditation, etc. Ouais, donc ça rigole pas, quoi. Non.